Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de L'argent vous parle. Aujourd'hui, on va parler de fraude, on va parler de finances avec deux invités, Audrey et Audrey. C'est quand même très bon. Audrey Plante et Audrey Potts. Est-ce que je prononce bien? Potts? Ouais. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous dire un peu ce que vous faites dans la vie? Je peux débuter. Moi, je suis doctorante en psychologie, fait que je termine bientôt mon doctorat, mais je suis aussi la coordonnatrice scientifique de la chaire en prévention de la cybercriminalité, à l'Université de Montréal. OK. Très, très, très long titre. Tout ça pour dire que je travaille vraiment principalement sur les fraudes amoureuses, fraudes à l'investissement. Puis on a aussi une collaboration avec l'Autorité des marchés financiers où s'insère la clinique de cybercriminologie où on reçoit des appels là, de personnes victimes de fraude. Voilà. Audrey? Autre Audrey. Moi, je travaille pour l'Autorité des marchés financiers. Je suis analyste en éducation financière. Donc, l'AMF, je ne sais pas si tout le monde sait qu'est-ce qu'on fait. On a un paquet de mandats, on encadre plusieurs lois. Donc, on encadre le secteur des assurances, de l'investissement, du courtage hypothécaire, le mouvement des jardins, puis certaines activités des agences d'évaluation de crédit, Equifax et TransUnion. Puis, c'est sûr, à ce moment-là, la fraude fait partie intégrante de nos activités, la prévention de la fraude et non de la fraude en tant que telle, on s'entend, là. Prévention de la fraude, justement pour que les gens on veut que les gens s'intéressent à leurs finances personnelles, on veut que les gens s'intéressent à l'investissement. Ils s'y intéressent de plus en plus. Les jeunes font partie des groupes également qui s'intéressent de plus en plus à l'investissement. Mais il y a une façon de le faire, prendre nos renseignements, notre information aux bons endroits, puis s'assurer de le faire auprès de sources fiables et compétentes. Cool. Aujourd'hui, épisode spécial AMF. Merci à l'AMF de nous soutenir à travers tout ça. C'est vraiment plaisant. Là, Audrey, je veux que tu me parles. Ça ressemble à quoi ton travail au sein de l'AMF? Dans le but de te faire découvrir un peu une nouvelle carrière, un nouveau métier que les gens connaissent peut-être pas à travers la grande éventail des métiers de finance. Ça ressemble à quoi ton day-to-day? Mon day-to-day est très varié. Ouais, c'est ça. À l'AMF, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a un grand éventail de possibilités de carrière. Donc, c'est sûr que, vu qu'on a encore des lois, il y a beaucoup d'avocats, il y a des actuaires, il y a... puis, des avocats, pas juste des avocats qui vont plaider ou qui vont rendre des opinions juridiques, mais qui œuvrent dans différentes directions. On a le centre d'information aussi, où il y a des agents techniciens en information qui vont donner des renseignements par rapport aux lois qu'on encadre, bien sûr, dans notre secteur d'activité à nous. Puis moi, mon day-to-day, c'est vraiment en éducation financière. Donc, oui, on écrit des pages web avec de l'information vraiment factuelle. On fait visiblement des fois des petites apparitions, des sorties parascolaires comme aujourd'hui. On a des partenariats avec la clinique, on a des partenariats avec toi, Philippe, qui t'implique auprès des jeunes. Puis, moi, de mon côté, j'ai le dossier jeunesse. Donc, j'ai un collègue qui travaille sur un plan d'action aîné. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aînés, pour les amener à être plus avisés, à ne pas se faire prendre par des fraudes financières, entre autres. Puis du côté jeunesse, c'est ça, c'est de parler aux jeunes, de voir un peu face à quoi eux, ils sont confrontés, qu'est-ce qu'ils voient dans leur quotidien qui touche aux finances, puis voir comment on peut les amener à se poser les bonnes questions. Là. Toi, Audrey, t'es plus côté recherche, si je me trompe pas, corrige-moi, là. Ouais, ça ressemble à quoi? Parce que c'est ça. Ça ressemble à quoi, un peu? Moi aussi, très varié comme dans une journée typique. La recherche, on ne sait pas trop non plus c'est 100%, quoi. Hein? Aucune espèce d'idée. Je trouve qu'il y a plein de parallèles à faire avec ce que tu viens de dire, Audrey. Là. Il y a comme souvent une question qu'on peut se poser, puis on tente tout simplement d'y répondre. C'est souvent une question où les réponses n'existent pas encore tout à fait. Okay. Dans le cadre des fraudes, on peut s'orienter sur, justement, quels sont les besoins des personnes victimes de fraude? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque à être victime de fraude? Est-ce qu'il y a des facteurs de protection? Puis après ça, on peut lancer des questionnaires à la population, on peut récolter des données de différentes façons, puis c'est là où la créativité aussi est vraiment intéressante puis importante. Puis
tu sais, là, je parle de l'individu, de la personne victime de fraude, mais tu sais, ça peut être aussi plus macro, là. On peut aller voir sur au niveau institutionnel, on peut aller voir auprès des personnes qui gravitent autour des personnes victimes de fraude, fait que les différents intervenants, les différents professionnels, pour voir, entre autres, les bonnes pratiques. Fait que, finalement, il y a pas une question à se poser, il y a plein de questions à se poser. Ouais. C'est vraiment d'avoir la curiosité de trouver justement quelle question qui est intéressante à se poser, et pas juste selon toi comme chercheur, mais vraiment en essayant de côtoyer justement les milieux pratiques, en essayant de s'approcher un peu de la clientèle. Puis c'est aussi parallèle intéressant, on dirait que ton début de parcours s'est fait aussi auprès de la clientèle, puis ça t'a permis d'avoir une bonne représentation justement des besoins du milieu. Puis je trouve que c'est aussi comme ça que comme chercheur, on réussit peut-être à se poser des meilleures questions. Puis c'est sûr qu'après, là, il y a tout un aspect rigueur et méthodologique pour bien faire les choses puis s'assurer que nos résultats représentent bien la réalité. Puis ben, il y a des petits bonbons là aussi à tout ça, là, fait que ben, on fait des présentations aussi tant avec les milieux pratiques dans des journées d'organismes, mais aussi dans des contextes académiques, parfois à l'international. Fait qu'il y a un aspect où on doit diffuser nos résultats, mais ce n'est vraiment pas que ça, il y a beaucoup de travail derrière. C'est clair. Fait que c'est vraiment un travail en constante évolution. Puis si je peux aussi me ramener à mon début avec la chaire, j'ai travaillé comme coordonnatrice de la clinique de cybercriminologie au départ, plutôt que coordonnatrice de la chaire, là, puis ça m'a permis justement d'être vraiment en contact avec, non pas la clientèle directement, mais nos étudiants qui, eux, reçoivent les appels des personnes victimes de fraude. C'est souvent des personnes qui vivent aussi de la détresse psychologique, là, fait que c'est des appels très chargés en émotions, puis de vraiment voir ça ressemble à quoi, d'être en mesure aussi de faire un peu de supervision, pas clinique, là, je suis pas clinicienne, mais avec ces étudiants-là, c'était vraiment intéressant pour orienter aussi après là, des pistes de sujets de recherche. Fait que ouais, c'est important d'être prêt aussi de son milieu de pratique. Mais si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, la clinique puis le centre d'information font un travail qui est complémentaire. Parce que ben, l'AMF encadre beaucoup de lois, encadre entre autres la loi sur les valeurs mobilières. Cette loi-là fait plein de choses, mais elle oblige les personnes et entreprises qui veulent solliciter des investisseurs à être inscrits auprès de l'AMF, les investisseurs québécois, bien sûr, parce qu'on est un organisme qui travaille au Québec, qui œuvre au Québec. Mais voilà, en fait, des fois, au centre d'information, il y a des gens qui nous appelaient pour dire, ben je me suis fait frauder sur une plateforme de crypto qui n'est pas inscrite à l'autorité, qui n'est pas située au Québec. C'est ça qu'on a un paquet de pouvoir de par les lois condamnistes, mais on ne peut pas être partout. On essaie du mieux qu'on peut de détecter les offres frauduleuses puis d'intervenir, mais c'est ça, c'est pas toujours possible. Des fois, on recevait le genre d'appel, ben on reçoit encore souvent le genre d'appel, quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai perdu le cash down pour ma première maison, puis je l'ai volontairement déposé sur une plateforme non inscrite, puis là, nous, on doit leur répondre, ben on peut pas aller le récupérer aux mains du crime organisé en Asie du Sud-Est. Là. Fait qu'à ce moment-là, ben la clinique est là pour faire le pont. Les gens ont besoin d'être écoutés. Puis nous, c'est pas parce qu'on est insensible. On fait un bout de chemin avec eux. On essaie de leur expliquer du mieux qu'on peut ce qui s'est passé. Après ça, la clinique prend le relais puis est vraiment accompagnée. J'ai envie d'y aller avec quelques chiffres pour la clinique. Ben, vas-y. Oui. Ben, ça fait 1 an qu'on est en activité plus officielle dans notre collaboration avec l'AMF. Puis on a reçu 209 appels. Ben, en fait, on a accepté le reçu 209 usagers, dont environ 150 avaient eu vraiment des pertes financières. Là. Le reste, c'est aussi des personnes proches de personnes victimes. Puis là-dedans, il y en avait 77 que c'était des fraudes à l'investissement. Quand même, là, c'est vraiment une grande partie. Puis la moyenne des pertes financières, là, si on se cadre juste dans les pertes financières, là, des fraudes à l'investissement, c'était autour de 86 000 $ par personne. Ça, c'est sans compter non plus les pertes indirectes comme l'endettement. Puis toutes les autres conséquences, là, on parle beaucoup de conséquences financières, mais il y a beaucoup de conséquences sur le plan psychologique. Le réseau social aussi est impacté. Bref, les coûts sont humains aussi, disons.
Puis, ben, c'est là, effectivement, qu'on peut aller donner un petit coup de main dans cette collaboration-là où le référencement peut être fait vers nous pour qu'on ait aidé sur un autre niveau puis avec d'autres ressources. Complètement, ben, pas complètement, mais différentes, disons. Oui, vraiment C'est complémentaire. complémentaire. Les deux, Audrey l'ont dit en même temps. Mais, tu sais, tu disais, bon, il y a les effets psychologiques. Quand je prenais des appels au centre d'info, la honte était tellement présente. Là. Les gens commençaient en disant, ben tu sais, je suis une personne éduquée, mais tu sais, j'en connais quand même en finance, j'ai été naïf. Ils se confondent en excuses avant même de nous expliquer réellement la situation, en pensant qu'ils vont être jugés. Mais on est zéro dans le jugement, là. C'est vraiment juste dans l'accueil. Puis, OK, à partir de maintenant, il s'est passé telle chose, vous avez donné tel renseignement, parce qu'il y a ça aussi, là, la divulgation de renseignements dans ces fraudes-là a un impact par la suite. Fait que là, c'est OK, on se met en action, comment on peut faire maintenant pour protéger l'argent qui vous reste, votre code de crédit, vos renseignements personnels, puis on y va en mode solution le plus possible. Les jeunes, des fois, puis corrige-moi, Audrey, si je me trompe, ce que je comprends, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent absolument prendre des risques pour faire de l'argent, que ça fait comme partie... C'est un passage obligé. Je dois prendre des risques, puis c'est pas grave. Je suis jeune, j'ai le temps de me refaire si jamais je perds mon argent. On se fait mettre de l'avant beaucoup, ça. T'es jeune, vas-y, t'as le temps de te planter. Mais tu sais, c'est des dollars que t'auras pas après ça pour faire fructifier, puis pour ta future maison, puis tu sais, c'est des dollars qui valent beaucoup, là. Puis ça, en fait, tu me tends une perche, là. Tu parles de première maison. Les jeunes, je pense qu'ils ont beaucoup de pression économique, pression financière sur leurs épaules. En ce moment, le prix des maisons augmente de façon... c'est un peu débile. Puis, il y a plein de jeunes qui se disent, ben j'aurai pas accès à la propriété de toute façon. Mais... Donc, c'est ça. Ils se mettent à chercher des façons de faire de l'argent rapidement. Puis, on est à une ère où il y a énormément de conseils financiers sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est super facile. C'est facile de pas trop réfléchir, peser sur le piton, mettre tes informations. Puis là, après ça, tu es comme un peu dans un engrenage. Tu as à ce moment-là la certitude que tu vas faire de l'argent rapidement. Quand tu te fais dire que tu vas faire du haut rendement sans risque, ben, tu as le goût d'y croire parce que tu es fragilisé par le fait que tu as envie de conserver ton beat de vie, tu veux suivre tes amis, tu veux accéder à la propriété un jour. Puis voilà, souvent ça commence comme ça. Puis après coup, quand on se rend compte qu'on est bien enlisé, ben on prend pas de recul, puis il peut être trop tard. Ça ramène un peu l'espèce de poids lié à la fraude au niveau plus sociétal, disons, là, comme quoi le contexte économique a vraiment un effet, effectivement, sur les fraudes, notamment chez les jeunes, tu sais, le contexte de précarité, l'endettement, puis juste l'endettement lié avec les études aussi, là, qui est propre peut-être plus aux jeunes, justement. Tout ça, ça amène vraiment un contexte puis un terreau fertile, justement, aux fraudeurs pour aller, c'est ça, aller déployer leur technique pour avoir plus d'argent. Ouais, bref. Tu parles bien l'intro pour ma première question C'est ça, pour vous. Pourquoi on parle de fraude aujourd'hui? Pourquoi c'est important, là? Le mois de mars qui s'en vient, là. Ben, je pense qu'on en a fait vraiment la démonstration. C'est pas bien pantoute, hein? Mais aussi, c'est ça. C'est le mois de mars, c'est le mois de prévention de la fraude. Donc, nous, c'est une période importante. On martèle le message. On ne dira jamais assez. On veut que le monde, les jeunes, mais le monde en général, prenne un pas de recul devant une offre d'investissement puis fasse des vérifications. Par vérification, ben, la première étape pour nous, c'est de regarder au registre de l'AMF. On a un registre qui permet de voir, en date de ce matin, quels représentants ou entreprises sont inscrites, puis qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir comme produit ou comme service financier. Il faut toujours faire la vérification, puis la refaire si on change de représentant ou la refaire si on investit un peu plus tard avec un représentant. On voit le type de produit, le type de service que le représentant nous offre. Il y a un registre également pour les plateformes de crypto. Donc, il y a une dizaine de plateformes de crypto qui sont inscrites auprès de l'AMF. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque à ce moment-là. Si on décide d'investir sur cette plateforme-là, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il y a des vérifications qui ont été faites pour savoir qui est derrière ces plateformes-là puis quelles sont leurs pratiques commerciales, là. Puis, on a également une page de mise en garde.
Donc, on dit aux gens également d'aller voir sur la page. Si une compagnie fait partie des mises en garde, ben c'est un red flag, mais si elle n'est pas là, ça ne veut pas dire « OK, let's go, vas-y, la voie est libre ». Ça veut juste dire ben on ne l'a pas encore ou il n'y a pas eu de signalement peut-être ou de vérification faite pour cette spécifique plateforme-là. La liste est tout le temps en constante évolution. Il y a des plateformes qui, à un moment donné, vont fermer puis ouvrir sous un autre nom. C'est une job, là, être fraudeur. Et maintenant, ils sont rendus pros. Là. C'est des pros, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis au niveau de la recherche, est-ce qu'on sait quel montant se situe un peu toutes les pertes financières reliées à la fraude? Oui, ben ça se situe annuellement au Canada à environ 1,5 milliard de dollars. Ouais, c'est assez énorme. Puis ça, là, ça représente environ 10% des pertes réelles. Là. Fait que le chiffre noir est vraiment, vraiment énorme. Fait que, on parle beaucoup des coûts des pertes financières, mais je trouve aussi que c'est un enjeu de santé publique aussi, en quelque sorte. Là, on dit souvent que la fraude a un double coût, là, tant financier que psychologique. Tous les impacts liés à la détresse psychologique, c'est énorme. Là. Juste nous, à la clinique, 14% des personnes répondantes, là, des usagers, ont nommé avoir eu des pensées suicidaires en lien avec leur victimisation. Là. C'est quand même énorme. Ça, c'est peut-être les symptômes de détresse les plus extrêmes qu'on reçoit, mais c'est très variable en termes de symptômes. Mais bref, tout ce qui est symptômes de détresse psychologique, c'est très présent. Le chiffre noir aussi peut s'expliquer, tu soulevais tantôt, la honte, la peur du jugement des autres. C'est tout un contexte qui rend peut-être un peu moins propice à la dénonciation. Parfois, les gens ne savent juste pas non plus comment ou où dénoncer ou aller chercher les ressources. Fait qu'il y a aussi tout ça qui fait que le chiffre est un peu plus bas, disons. Mais tu sais, si je reviens à la clinique, là, nous, de nos 209 personnes qui ont appelé, les pertes se situent au-delà de 10 millions de dollars. C'est fou, fait que c'est quand même vraiment beaucoup, là. Puis ça, je parlais du 10%, là, nous, on est une petite part de tout ça, là. Fait que vraiment, c'est un enjeu sociétal très, très important. Puis c'est de l'argent qui n'est pas investi, finalement, dans nos entreprises canadiennes, dans dans les finances québécoises ou canadiennes, là. Fait que... Comme on disait, c'est rendu des pros. Ils innovent, ils ont pas peur. On est loin, tu sais, on parlait de la lettre du prince nigérien qui habite à l'autre bout de la planète, qui tombe en amour. Tu t'en as parlé des plateformes d'investissement. Est-ce que c'est un peu ça, comme l'actualité des fraudes en ce moment? Bien, entre autres, en fait, oui, les visuels sont bien léchés. Ouais. On voit tout le temps les fameux graphiques qui montrent le prétendu rendement que l'investisseur a fait. Souvent aussi, en fait, ça vient avec un service à clientèle qui est top-notch. Le consommateur, l'investisseur a une question, il a accès à des réponses. Chaque question, en fait, a une réponse super rassurante, super bien ficelée. Puis toujours accessible jusqu'à temps que la plateforme ferme ou disparaisse. À ce moment-là, on n'a plus aucune nouvelle, puis l'argent a disparu avec la plateforme. Souvent, il y a un double dip là, qui se fait aussi. Il y a une compagnie qui va appeler l'investisseur pour dire ben, on a eu vent que tu as perdu de l'argent, ben, nous, on va t'aider à le retrouver. Par contre, il faut que tu nous payes avant les taxes, l'impôt, peu importe. Il y a plein de bonnes raisons qui sont nommées pour aller soutirer de l'argent supplémentaire aux consommateurs. Fait que ça, c'est sûr que c'est une chose qu'on voit. On voit aussi, on voit tout ce qui est traditionnel, là, les textos frauduleux, les courriels, les appels de télémarketing, les vidéos par hypertrucage. Puis les projets de MLM, de multiniveau, de marketing de multiniveau ou bien marketing de réseau, où là, en fait, on va dire, la façon de faire davantage de rendement quand tu investis, c'est d'aller recruter des gens à ton tour. Fait que là, l'investisseur va recruter son entourage, ses amis, sa famille, les gens de sa communauté. Puis quand le recrutement s'essouffle, souvent, ce qu'on va voir, c'est que là, le stratagème va être découvert. Puis il y a des gens qui ont perdu leur argent pas mal. Fait que ça, on le voit beaucoup. Tu sais, quand on parle d'investissement puis de nécessité de faire ses vérifications, nécessité d'être inscrit pour vendre des produits, rendre des conseils, mais également la sollicitation. Donc, même si
Si, admettons, je me suis fait approcher, je suis dans le stratagème, puis je veux recruter ma bonne amie Audrey, qu'elle vienne faire du rendement, puis qu'elle puisse profiter de l'offre aussi, bien, je pourrais être en situation Wow, OK. de pratique illégale parce que je suis en train de la solliciter, puis je suis pas c'est autorisée clair. à le faire. Donc, tu sais, c'est complexe quand même, là, ces manœuvres-là. Il y a vraiment aussi, ben c'est ça, une professionnalisation de la fraude, là. C'est vraiment rendu un métier. Il y a moyen de se former avec des plateformes où les fraudeurs n'ont pas tant à payer de gros montants pour être super bien formés à la fraude. L'IA vient vraiment jouer un rôle très actif aussi. Tu sais, c'est plus maintenant un message avec des fautes d'orthographe Ouais, ou c'est ça. une vidéo où, en passant la main devant le visage, ben, ça devient flou. Non, c'est plus ça, là. C'est rendu vraiment plus sophistiqué, tant au niveau technologique qu'au niveau des mécanismes utilisés. Il n'y a pas un seul mécanisme psychologique utilisé, c'est une panoplie qui viennent vraiment cibler des espèces d'endroits où on est plus à risque de justement donner de l'argent. Fait que c'est vraiment plus sophistiqué qu'avant, puis ça rend ça... Peut-être que ça lance aussi le message qu'un peu tout le monde peut se faire prendre par une fraude. Faut tellement qu'on réussisse à un peu diminuer la honte puis le jugement entourant 100%. la fraude, peu importe le type de fraude, parce que c'est ça. C'est difficile après aller chercher de l'aide. Moi, ce que j'aime, c'est que tu amènes aujourd'hui un côté recherche. J'ai une question pour toi. OK? Ouais, vas-y. C'est quoi le profil des gens qui sont le plus souvent touchés? Est-ce que c'est les plus vieux? Est-ce que c'est les plus jeunes? Est-ce que dans les recherches, on a une idée de ça? Là? Ben, on a quelques facteurs de risque, effectivement. Ça dépend du type de fraude, entre autres. Les personnes plus âgées sont effectivement beaucoup touchées, mais c'est surtout aussi que les pertes financières sont quand même élevées. Nécessairement, ils ont un peu plus d'argent. Et chez les jeunes, c'est un groupe super victimisé aussi, là, tout autant, là, sinon plus. C'est juste que les pertes financières, parfois, sont un peu moins grandes. Mais il y a des éléments aussi, en plus d'être jeune, là, qui peut amener des risques d'être victimisés, comme, par exemple, être un peu plus impulsif, avoir, un grand niveau d'éducation, ou du moins pas secondaire, ça n'amène pas un effet protecteur, là. Fait que de penser qu'on peut déjouer la fraude, même que c'est un facteur de risque, là. Tout ce qui est surconfiance en nos compétences de repérer la fraude, souvent, ça nous donne, c'est ça, un peu trop de confiance, puis c'est là qu'on se fait avoir, puis cette surconfiance-là, parfois un peu plus présente chez les jeunes hommes, entre autres. Fait qu'il existe, là, différents facteurs de risque, mais j'aime quand même dire que pas mal tout le monde peut se faire prendre. Des fois, il suffit d'un moment de vie où on est un peu plus fragilisé là, par un contexte, où on est plus stressé, où c'est ça, l'aspect contextuel, je pense, qui est super important au-delà des facteurs individuels. On va parler un peu des jeunes. Je sais que l'AMF, vous faites des conférences dans des écoles, puis vous allez rencontrer les jeunes sur le terrain. Est-ce que c'est des choses que vous parlez aux jeunes ou est-ce que vous savez si l'éducation, les professeurs parlent un peu de tout cet univers-là avec les jeunes, la fraude, la prévention de la fraude? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils abordent avec les enfants ou c'est... Je sais pas si vous avez une info par rapport à ça. Les jeunes, ils ont un intérêt. Puis ça, c'est le fun, en fait. Puis je veux pas qu'on ait l'air de vouloir freiner. C'est ce qui est une façon de le faire, mais c'est le fun de voir que les jeunes consomment du matériel éducatif par rapport à l'investissement, qui veulent apprendre à investir, qui veulent comprendre comment ça fonctionne, qui consomment des influenceurs financiers qui pourraient avoir des discours intéressants. Puis encore une fois, il y a toujours une différence. Est-ce que je suis en train de me faire expliquer comment fonctionne un CELI? Ce qui est très bien, puis en fait, on peut tous en parler, là, expliquer le mécanisme derrière le régime d'épargne. Ou bien on est en train de dire, j'ai le produit d'investissement pour toi, puis tu devrais investir pour faire 50 % de rendement le premier mois sans risque. Là, ça, il y a vraiment une différence. Donc, on veut en fait les amener à se poser la question comment je le fais, mais on ne veut pas qu'ils se découragent, on ne veut pas qu'ils pensent non plus qu'on ne veut pas qu'ils s'intéressent, on veut que la conversation continue. Là. C'est vrai que ça m'amènerait à parler des réseaux sociaux un peu. Vas-y. Ouais, il y a comme un petit danger aussi avec les réseaux sociaux. Les bulles informationnelles qui viennent un peu mettre de l'avant des produits qu'on aime, des produits. On clique sur quelque chose, on le voit plus, puis les messages frauduleux qui s'insèrent là-dedans,
ben, ça fait qu'on les voit plus, puis on les normalise. Fait que ça amène une espèce de danger de rendre ça super accessible et représentatif et normalisé. Ça peut aussi amener un petit danger à disons, tomber dans un piège frauduleux. Là. Ouais. Ben, vraiment, tu sais, puis ce que je parlais avec Hélène dans l'autre podcast sur la fraude, puis c'est une enquêtrice, puis elle est extraordinaire, Hélène, puis je lui disais que, tu sais, les jeunes au secondaire, moi, j'étais comme ça. T'arrives au secondaire, tu rentres dans l'autobus pour venir chez toi, tu ouvres ton sel, puis là, tu vois la personne que tu veux devenir, mais 50 fois. Ils sont partout, sur Internet. Fait que là, ils te proposent une formation, ils te proposent... C'est pas toujours de la fraude, mais investis là-dedans, ça va te rapporter, ça va... Là, tu lui fais confiance parce que c'est la personne que tu veux devenir. Fait que ça devient pas évident, là. Si tu la vois souvent, tu as l'impression que tu la connais puis que tu peux lui faire confiance. Puis un autre truc qui est vraiment intéressant puis qui complète la réponse peut-être que je pourrais donner par rapport à la question, vous êtes dans les écoles des fois, puis on est présent. On donne parfois des conférences dans les cégeps, puis à quelques reprises avec un collègue, justement, qui travaille au niveau du centre de renseignement des enquêtes, on parlait de crypto, puis on parlait de influenceurs, puis tu sais, les mains se levaient, il y avait des questions qui se posaient, puis les gens étaient vraiment intéressés. Mais surtout, à la fin des conférences, les jeunes venaient nous voir puis nous parlaient de cas spécifiques vus sur les réseaux sociaux. « Hey, ce gars-là, il est-tu bon? » Ou « Hey, j'ai vu telle affaire. » Puis tu sais, mon collègue savait de quoi ces jeunes-là parlaient parce que, bon, il y a une vigie qui se fait, là, veut pas, là. On ne peut pas être partout, comme je disais, mais on regarde ce qui se passe puis on regarde ce qui se fait. Fait que les jeunes ont des questions par rapport à ce qu'ils voient, mais on voit qu'ils peut-être savent pas trop vers qui s'orienter pour confirmer certains contenus. Là. C'est fou, raide. C'est vraiment fou. Je veux comprendre comment les fraudeurs, ils s'orientent, mettons, pour la... C'est quoi les biais qu'ils utilisent vers les jeunes ou vers les plus vieux pour essayer d'aller chercher de l'argent, essayer de les embarquer? C'est de la peur? C'est... Tout ce qui tourne autour de l'émotion, effectivement, là, c'est quand même très, très, très utilisé dans plusieurs types de fraudes. Fait que oui, la peur, le FOMO, tu sais, la peur de manquer quelque chose qui est unique, qui se présentera pas, qui est rare, c'est quand même des mécanismes utilisés, effectivement. Il y a plein d'autres mécanismes qui sont utilisés, puis ils sont jamais utilisés seuls. C'est comme... Tout ensemble, ça fait quand même quelque chose de très fort, assez sophistiqué, où il peut être utilisé justement l'aspect un peu normalisation, l'aspect où on voit par exemple des commentaires positifs sous un post lié à un quelque chose de frauduleux. Fait qu'il y a vraiment plusieurs mécanismes qui sont utilisés. Puis dans plusieurs types de fraude, la relation créée avec le fraudeur est beaucoup, beaucoup misée justement parce que les émotions, c'est fort. Oui, vraiment. Oui, la peur, oui, tout ça, mais au-delà de ça, l'aspect relationnel, la confiance qu'on peut avoir envers le fraudeur dans plusieurs types de fraude. Puis là, je parle de fraude à l'emploi, fraude sentimentale, fraude à l'investissement aussi, qui peut débuter par une relation forte avec le fraudeur. Ça peut emmener vers quelque chose de plus grand ou plus périn pour le fraudeur aussi. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des corrélations aussi avec la conjoncture économique, l'inflation, quand que ça descend, quand tout va mal? Est-ce que les fraudeurs, ils ressortent de leur taverne? Je ne le sais pas, là. C'est une bonne question, effectivement. J'avoue que je ne connais pas la réponse. C'est ça. Mais tu sais, on sait qu'en ce moment, c'est un contexte de précarité. Fait qu'effectivement, tout ce qui est fraude à l'investissement, c'est un contexte où c'est peut-être plus facile, justement. Tu vois une offre où c'est plutôt simple d'avoir des gains assez rapidement. C'est tentant. Fait que je pense que c'est plus tentant peut-être dans un contexte comme le contexte actuel, effectivement. C'est sûr que l'aspect ciblage là, des fraudeurs peut varier aussi selon les juridictions puis les lois d'un pays. Il y a des endroits où c'est un peu plus facile peut-être pour les fraudeurs dans le monde, là, je veux dire, d'aller chercher des victimes qu'à d'autres endroits. Fait que c'est sûr qu'il y a aussi... c'est pour ça qu'il y a plusieurs... il y a l'individu, mais il y a aussi plusieurs éléments autour qui rentrent en ligne de compte. Là. Ouais.
Mais je pense que j'aurais tendance à dire que oui, l'actualité va jouer beaucoup dans la tête des gens. La situation politique, économique, faut pas le nommer, là, mais lui que son nom commence par T, là. Il y a eu un engouement autour des cryptos. En fraude, on voit la même chose. Quand il y a un produit qui est comme à la mode, ben là, il va être utilisé pour susciter l'intérêt. Mais en arrière, le stratagème est quand même tout le temps le même. On va te promettre de faire de l'argent, on va te promettre des hauts rendements sans risque. Puis ce qui va être devant, tu sais, à un moment donné, on voyait, c'était beaucoup les options binaires. Après ça, le Forex, puis là, les cryptos, tu sais, bon. Fait que il y a une évolution au niveau de l'accroche, là, au niveau du front, mais en arrière, le mécanisme reste quand même là. Ça me fait quand même penser, parce qu'on a aussi une autre plateforme là, qui s'appelle fraudalerte.ca, puis c'est un endroit où on peut dénoncer nos fraudes un peu de façon libre. Là, on met un peu les informations qu'on veut, peu importe le type de fraude. Puis c'est aussi un forum là, de discussion pour les personnes victimes. Puis au travers ça, on en fait l'analyse là, à chaque trimestre. On voit des tendances, c'est sûr. Là. Fait que quand c'est le contexte du renouvellement de bail, ben tout ce qui est fraude plus au logement, c'est plus présent. Fait que c'est sûr qu'il y a des contextes aussi dans l'année, là, tout simplement, là, qui rendent plus propices à différents types de fraudes. Puis des tendances, tu sais, dans la fraude à la consommation, effectivement, des tendances ben là, tu parlais aussi de produits de placement, là, mais comme de produits tout simplement qui sont peut-être un peu plus alléchants ou tentants ou populaires en ce moment. Ben là, ça peut être une façon d'aller de mettre de l'avant un type de fraude. Là. Fait que, effectivement. Moi, curieux, c'est quoi le nom du site? Fraudalerte.ca. Fraudalerte.ca. Puis, je trouve que des fois, c'est pas évident de savoir que t'es dans une fraude. Tu sais, moi, ça m'est arrivé une fois, mais ils sont tellement bons. Puis, on en parlait tantôt, les émotions. Puis, c'est quoi les différents signes qui te montrent que, OK, là, je suis potentiellement en train de me faire frauder, là, ça va pas bien, là. Je pense que ça dépend aussi le type de fraude, là. Mais entre autres, le fait que tu sens que ça va vite, que tu es pris dans une espèce d'élan là, sans arrêt. Puis justement, de ralentir, là, c'est un élément qui peut être vraiment à faire. Là. Fait que quand tu sens que ça va vite, que tu n'as comme pas le temps finalement de réfléchir à est-ce que tu continues, est-ce que tu vas de l'avant ou pas, ben ça peut quand même être un signal qui montre que ça peut être frauduleux. Puis après ça, c'est ça. Ça dépend du type de fraude. T'sais, mettons, si on parle de fraude sentimentale, ben le fraudeur va faire en sorte que la personne victime se sente soit un peu plus isolée de son entourage, notamment. Fait qu'il y a des éléments comme ça qui peuvent être présents. Mais j'aimerais quand même qu'on retienne l'aspect rapidité, là, parce que c'est vraiment quelque chose de très présent. Au-delà des conseils techniques qu'on peut donner, là, je pense que ça peut être important à noter. Puis, il faut voir la fraude aussi comme, dans plusieurs types de fraude, un processus. Tu sais, avant, souvent, une demande d'argent, mettons, dans la fraude sentimentale, ça peut être super long, là, ça peut être des semaines, des mois, même avant une première demande d'argent. Mais le processus est déjà enclenché. C'est juste que c'est un peu plus difficile de te rendre compte que tu es dans quelque chose de frauduleux. Fait que je dirais quand même aussi d'écouter sa petite voix intérieure. Là. On dirait que c'est des conseils assez banals, là, mais on a toujours une petite voix qui nous dit ça, là, ça sonne croche. Là. Puis on veut pas l'entendre, cette petite voix-là. Absolument pas, parce que c'est difficile d'être confronté à un échec aussi, là, finalement. Là. Je veux pas y croire, tu sais. Puis surtout quand t'es jeune. Puis moi, je reviens à mon exemple. Je suis habile avec la technologie. J'ai grandi avec une manette de PlayStation 3 là, dans mes mains. Je peux pas croire que moi, Philippe, je me fais avoir. Moi, dans mon cas, c'était un monsieur, un grand-père qui habitait genre, en Colombie-Britannique. Je vendais mon MacBook Pro. Il me donne le prix que je voulais. Puis là, je vais voir sur son profil Facebook. Ça fait 13 ans qu'il existe son profil. Puis il y a des photos de ses petits-enfants. Puis c'est genre... Je suis allé voir le profil, là. C'est sûr que c'est vrai, là. Puis là, il négocie. Puis là, il dit, je veux que tu me payes après. Puis je fais, je peux comprendre, moi aussi. T'sais. Puis là, finalement, il me donne jamais l'argent. Puis après, tu appelles la police. Puis ils comprennent peut-être pas tant bien. Puis ils peuvent plus rien faire. Ils doivent tellement en voir aussi qu'à un moment donné... Il y en a peut-être des fois qui répondent, je sais pas, là, OK, je suis pas policière, j'ai pas parlé, mais je présume qu'à un moment donné, tu deviens pas insensibilisé, mais tu deviens un peu frustré de voir tout ce monde-là se faire prendre par le même genre de scheme. Puis quand t'es dedans, on dirait que je peux comprendre.
je suis sûre que vous êtes capable de... Ouais. Ben là, tu dis que tu l'as vécu, puis tu t'en Ouais. parles avec beaucoup de transparence, puis ça, c'est vraiment le fun, là. Merci beaucoup du partage. Mais tu sais, je suis sûre que quand tu regardes les résultats de la clinique, quand t'as le nez dans tes recherches, tu comprends comment les gens se sentent. Puis il y a un crescendo, là. Justement, installer la confiance. Puis à un moment donné, quand l'investisseur se retire un petit peu ou doute, ou ben là, la personne va se fâcher. Hein, je pensais qu'on était plus fort que ça, ou tu me faisais confiance, puis là, ça me heurte. Puis, fait qu'il y a vraiment une grosse manipulation, là, je pense, qui se fait. Il y a un mécanisme d'engagement, là. Plus t'embarques dedans, plus t'as donné comme déjà un peu d'argent, moins tu veux y croire là, que c'est une fraude, parce que c'est aussi accepter toutes les pertes que t'as eues, le fait que tu t'es fait avoir, tu sais, c'est comme plus ça avance, plus c'est difficile de de sortir de là puis d'avoir vraiment le moment où tu te dis « Ah non, c'est une fraude ». Puis tu sais, les techniques, là, ils avancent énormément. Là, tu parles un peu de fraude marketplace, là, disons. Là. Tu sais, les techniques maintenant aussi, c'est du genre virement Interac inversé. Fait que, je vais te faire une avance. Fait que les fraudeurs, c'est pas juste c'est un peu comme dans ton cas, ça devient les acheteurs, pas juste les vendeurs. Fait que, bref, il y a des choses que ça avance quand même vite, je trouve, comment que ça se développe au niveau des techniques de chez les fraudeurs. Puis que la population générale, on est comme pas tout à fait au courant tout le temps de ça en est rendu où. Fait que des fois, on se pense effectivement capable de détourner les techniques des fraudeurs, mais on les connaît peut-être tout simplement pas aussi. Fait que, ça joue dans la balance. Est-ce qu'avec la recherche, vous savez en moyenne, c'est sûr que ça va dépendre, là, mais en moyenne, combien de temps les fraudeurs vont être en contact avec les gens? Est-ce qu'ils ont le temps de bâtir une grosse relation? Comment ça... Oh my God, c'est vraiment une bonne question, ça aussi, parce que, encore une fois, ça dépend du type de fraude. Puis, ça peut vraiment... Mettons, les fraudes sentimentales, là, ça dure vraiment longtemps. Puis tantôt, je disais que c'est long aussi avant la première demande d'argent. Puis des fois, ça va en vague. Il peut y avoir des périodes où il y a plus de demandes. Après ça, ça redescend un petit peu. Ça peut durer des années, là. Vraiment, ça peut être très, très long. Puis après, ben il y a aussi le fait que ça peut débuter par une fraude puis aller vers d'autres types de fraudes. Fait que dès que c'est lié à une relation avec le fraudeur, c'est pour durer plus longtemps, effectivement. Puis après, ben, une fois que tu es un peu tagué comme personne victime, ben, tu es plus à risque d'être victime à nouveau, notamment parce que c'est un peu un réseau de fraudeurs. Mais aussi, on parlait tout à l'heure des fraudes au recouvrement, des fraudes comme secondaires là, qui viennent par après pour retrouver ton argent. Fait que ça peut vraiment durer longtemps, mais je pourrais dire aussi, c'est ça, même des années là, dans certains cas pour les fraudes sentimentales notamment. Là. Mais c'est ça, les réseaux s'échangent des listes, se vendent des listes de victimes. Fait que si Audrey dans un scam de fraude dans l'investissement, puis après ça, elle me transfère sa liste pour que je puisse faire de la fraude au recouvrement, ben les deux, on est comme gagnants. On est allé piger 2 fois dans la poche de la même victime. Là. Ouais. J'y pense, les fraudes amoureuses, je pense que c'est selon moi le plus horrible de stratagème de fraude au monde. Ils te prennent ton argent, puis en plus, t'apprends que la personne que t'aimais, ben arrête-toi depuis le début. Ça doit être déchirant. Oui, ben les gens ils vivent vraiment ça comme un deuil de la relation. Là. Au-delà de la perte financière, c'est un des types de fraude où le deuil de la relation puis les impacts psychologiques sont assez énormes. Là. Le fraudeur utilise vraiment comme les besoins de rencontre, mettons, de la personne victime pour créer une espèce de s'insérer finalement dans sa vie. Puis après ça, il met des mécanismes en place pour être vraiment présent au quotidien. Tu sais, si tu rencontres quelqu'un puis que la personne, rapidement, elle se souvient bien de ce que tu lui dis, elle sait qu'est-ce que t'aimes, elle te pose les bonnes questions pour être au courant de ce qui se passe dans ta vie, elle te lance des fleurs... pas au-delà de nos attentes nécessairement, mais juste tout le temps un peu, ben c'est difficile aussi de pas se dire « Ah, ça pourrait vraiment être une personne pour moi. » Tu sais, finalement, c'est ton besoin, puis t'es sur une application de rencontre pour rencontrer, puis tu trouves quelqu'un qui fit un peu dans tes attentes, ben c'est ça. Il y a plus de chances que t'ailles de l'avant avec lui. Alors, comment on fait pour se protéger? C'est ma question pour vous. On veut pas ça. Y a-t-il des moyens qui existent pour se protéger contre ça? Là?
Les fraudes sentimentales particulièrement? Les fraudes Ouais, sentimentales général. aussi, en général, ouais. Ben, la première étape, je pense que c'est vraiment de vérifier avec qui tu fais affaire, valider tes sources d'informations. Donc, valider auprès du registre de l'AMF si jamais tu fais affaire avec avant de faire affaire avec une personne ou un représentant. Mais la plus belle façon de te protéger, je pense que c'est en aiguisant ton sens critique. À partir du moment où tu le sais que une belle offre d'investissement ne va pas disparaître en 24 heures, ben, il faut que tu prennes un temps de recul. Il faut que tu puisses aller valider l'information. Ne serait-ce que, tu sais, d'en parler avec quelqu'un de confiance. Moi, je sais que je suis une personne émotive, qui fait confiance, qui aime les gens. Mais quand je dois prendre une décision qui est un peu plus sérieuse, même au-delà, mettons, du financier. Le financier, c'est avec mon planificateur financier que je regarde ça tout le temps. Mais, mettons, moi, j'ai une personne de confiance, mon père. Mon père, je sais qu'il va se retirer du volet émotif, puis il va réfléchir avec moi de façon sérieuse et logique. Puis, ben, il connaît pas tout. Fait que c'est ça. Je sais que la conversation va être riche, puis qu'éventuellement, on va trouver des sources les bonnes ressources pour faire les bonnes vérifications. Donc, ce sera un peu ça. Si on se sent à l'aise, ben, on peut parler avec quelqu'un de confiance qui a les compétences pour le faire. On peut appeler au centre d'information. Ça, c'est vraiment une belle ressource. Le centre d'info fait les vérifications avec vous. Donc, si jamais, admettons, on n'est pas à l'aise ou on n'a pas envie de naviguer dans le registre, ben quelqu'un au centre d'info peut le faire. On a la possibilité d'écrire un courriel aussi au centre d'information. Ouais. Donc, via notre site web, dans la section Nous joindre, on peut écrire un courriel, on se fait répondre dans un délai de 48-72 heures. Donc, quand même, une réponse fiable après quelques jours seulement. Donc, c'est ça. Sens critique, je pense que c'est l'étape numéro 1. Puis, ça ne sert pas juste dans le domaine de l'investissement, ça sert partout. Fait que pourquoi pas aller vers cette avenue. J'irais aussi vraiment avec ralentir, prendre un pas de recul, assurément. En parler à des personnes autour de soi. Si je reviens aux fraudes amoureuses, ça arrive souvent là, qu'on parle de notre dating life. Ben, il faut continuer de le faire, même quand on a le petit doute que justement, c'est peut-être frauduleux. Il faut garder cette bonne habitude-là si on l'a déjà, ou l'apprendre, d'en parler autour de soi, de ce qu'on vit. Puis, si on n'a pas personne autour de soi, effectivement, il y a des ressources auxquelles on peut appeler, là, la clinique de cybercriminologie également. Fait que vraiment, c'est ça, de parler, de faire attention aux éléments qui amènent l'urgence d'agir. Fait que quand c'est maintenant qu'il faut agir, envoyer de l'argent dans un contexte qui est urgent, généralement, c'est quand même un red flag, là, ça aussi. Puis écoutez, c'est ça, je ramène à la petite voix intérieure, là. Faut écouter sa petite voix intérieure. Puis des fois, c'est un processus, hein. Des fois, on veut pas tout de suite se rendre compte qu'on est dans un mécanisme de fraude. Ouais. Mais ça grandit, cette petite voix-là, où il faut juste écouter au petit moment où ça l'arrive, justement. Puis il faut suivre son rythme, en quelque sorte, là. Je dis pas qu'il faut continuer d'envoyer de l'argent, mais tu sais, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps avant de te rendre compte que réellement c'est une fraude, puis que t'étais peut-être pas prêt à t'en rendre compte à ce moment-là. C'est correct en quelque sorte aussi. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est un message aussi peut-être pour l'entourage des personnes victimes. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Et c'est super difficile de savoir qu'une personne autour de soi vit la fraude, puis reste là-dedans. Puis ça fait vivre aussi des émotions vraiment intenses aux proches, pas juste à la personne victime. Puis dans tous les cas, rester à l'affût aussi de ce que ça nous fait à l'intérieur donc, pour les proches. Pas aussi. Taper sa tête la personne qui se confie à toi puis qui dit hey, « je pense que j'arrête de me le faire avoir. » La relation plus l'accueillir. Qu'est-ce que tu fais pour l'aider quand ton proche fait, mettons, piégé comme ça? Tu l'épaules? Oui, c'est dans le meilleur des cas. C'est plate, là, mais il faut suivre le rythme de la personne victime. Faut pas tenter de lui montrer à quel point c'est frauduleux. Tu sais, c'est pas je montre que c'est frauduleux, c'est je peux t'aider à ce que tu découvres que toi, c'est frauduleux en posant les bonnes questions, des questions ouvertes, en gardant la discussion ouverte aussi. Parce que quand la personne victime va être prête à en parler ou à dire « Ah non, c'était une fraude », ben il faut que le proche soit encore là, justement, pour accueillir justement ce moment-là. Mais je pense que comme proche, il faut les vivre aussi, ces émotions-là de colère. Il faut juste faire attention à comment les vivre en présence de la personne victime, mais ça fait vivre plein d'émotions, il faut les vivre, il faut aussi, comme proche, penser à sa santé psychologique,
C'est super important parce qu'après, si toi, ça va pas bien à cause de ça, ben ça va être difficile d'accueillir l'autre dans tout ça. Puis il existe aussi des ressources là, comme la clinique pour les proches également. Mais tu sais, on le sait que les fraudeurs aiment aussi, comme technique, isoler les personnes victimes. Fait que si en plus la posture du proche contribue à l'isolement, ça amène un facteur de risque supplémentaire là, à la poursuite de la fraude dans le temps. Super belle conversation. Dans ma tête, ça fait 30 minutes, mais on a déjà fait le tour du cadran. C'est fou, Oh là raide. là. Dernière question pour vous. Si vous aviez à dire quelque chose aux étudiants qui nous écoutent, là, 20 à 24 ans à l'université ou au cégep, y a-t-il un petit quelque chose que vous voudriez dire? Ben, moi, j'aimerais juste ça dire qu'on peut parler de la fraude, tout Ouais. simplement. Juste pas hésiter à le dire quand ça nous arrive. Puis, c'est ça, en parler, juste lancer, amener de l'ouverture autour de ce sujet-là. C'est très, très simple et banal. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi grandir dans la société en lien avec les fraudes. Ouais. Cool. Ben, je pense que je compléterais à ce moment-là en disant, ben c'est vraiment le fun que vous vous intéressiez aux finances personnelles puis à l'investissement. C'est un gros plus de commencer à investir quand on est jeune plutôt que tard puis d'y aller un peu à une vitesse grand V parce qu'on approche de la retraite ou peu importe. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est juste qu'il faut s'informer auprès des bonnes ressources puis prendre les conseils des bonnes personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi. Merci à l'AMF aussi. C'est vraiment le fun de nous supporter. Puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Bye bye.